C'est un sujet festif, normalement, les Jeux Olympiques, Paralympiques 2024, mais c'est aussi un grand défi cyber. Alors, quels sont les risques? On va regarder ça avec mes invités. François Deruty, bonjour, bienvenue dans Smart Tech. Bonjour. Juste pour vous situer, vous avez occupé différentes fonctions, expert technique en cryptologie, rétroconception, responsable d'équipe, directeur de programme au sein du ministère des Armées. Vous êtes passé par l'ANSSI également, vous avez pris la direction du CERT-FR, qui est le centre gouvernemental de détection et réponse aux attaques informatiques. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur des opérations de Sequoia, donc Cybertech européenne, qui développe des solutions de détection et de réponse en s'appuyant sur le renseignement cyber. Avec vous sur ce talk, Guillaume Tissier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la gestion des risques. Vous accompagnez les organisations publiques, privées en matière d'intelligence économique et de cybersécurité. Actuellement au sein de Forward Global, dont vous êtes associé et directeur général. Et puis depuis 2013, on rappelle quand même que vous pilotez le FIC, le Forum in Cyber maintenant, il faut dire, donc forum sur la cybersécurité. Alors, je voulais vous faire réagir à une déclaration de France Régul, qui est le patron de la cybersécurité au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP 2024, et qui estime que le nombre d'attaques lors de cet événement devrait avoisiner les 3 milliards de tentatives. Donc déjà, comment est-ce que vous réagissez à ce chiffre? Et puis, est-ce qu'on peut se préparer à ça, à ce volume-là? Guillaume. Alors, je crois que c'est le nombre d'événements, et pas forcément d'attaques. C'est-à-dire que tout événement cybersécurité ne devient pas forcément une attaque ou un incident. Oui. C'est tout d'ailleurs le travail que va devoir gérer le SOC, Security Operations Center, qui a été mis en place pour trier justement parmi toutes ces attaques, celle qui fera mal. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux risques, c'est d'avoir une forme de saturation d'attaques finalement peut-être assez banales, de basse intensité, qui pourrait camoufler l'attaque la plus dangereuse. Et donc ce travail de sélection va être vraiment absolument essentiel. François, votre réaction aussi sur ce chiffre? Exactement ce que vient de dire Guillaume. On met des chiffres très élevés, mais il y a tentative dans ce que vous avez dit. Tentative, ça ne veut pas forcément dire que ce sera des attaques réussies ou des attaques majeures. Il faut être prudent avec ça. La notion de triage, un peu comme aux urgences, c'est-à-dire être capable de trier les grosses attaques, de tout le bruit qu'il y aura autour, des activismes ou des tentatives de déni de service sera extrêmement important pour se concentrer sur ce qui a d'impact. Oui. Mais pour gérer 3 milliards d'incidents, il faut faire appel à des IA, il faut automatiser au maximum. Hein, c'est pas un travail humain, là. Il y a beaucoup d'IA, effectivement, qui a été déployé. Il faut consacrer vraiment l'analyste sur les choses qui en valent la peine. Et donc, en amont, ce travail est largement automatisé. Alors, si on fait un peu le panorama des menaces, j'imagine que vous allez me dire, on peut tout imaginer. Mais à quoi on se prépare plus particulièrement dans cette période de Jeux Olympiques? L'activisme, peut-être, qui me semble être effectivement la menace que tout le monde redoute, à travers des défacements, à travers du déni de service. On a souvent tendance à banaliser, malheureusement, ces dénis de service, en les considérant comme des attaques assez peu sophistiquées. C'est ce que j'allais dire, c'est peu sophistiqué et ça fait peu de dégâts. Mais ça peut faire mal, tout dépend déjà de l'intensité, de la durée de ces attaques et des services qui sont derrière. Et aujourd'hui, et on a des précédents, un déni de service sur un certain nombre de systèmes qui hébergent des services un peu critiques pour des événements, de la billetterie ou des choses comme ça, peuvent évidemment derrière déboucher sur des conséquences assez embêtantes et assez paralysantes. Ok, et de votre expérience, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme type de menace particulière liée au jeu? Donc il y a plusieurs catégories, mais si on fait un résumé, évidemment, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, il y a l'espionnage, mais l'espionnage n'arrête pas les jeux. Donc ça va être moins visible et on découvrira sûrement après, mais on a quand même une unité de temps, une unité de lieu, avec beaucoup de personnalités importantes. Donc pour tous les services étrangers, c'est quand même un endroit intéressant pour récupérer des informations. Mais ça n'arrêtera pas les jeux. Ensuite, on a l'activisme, ça c'est celle que je crains le plus, effectivement. On a eu un cas là pendant l'Euro de football en Pologne, où le premier match n'a pas pu être diffusé pour un certain nombre d'abonnés pendant les 15 premières minutes à cause de déni de service. Je ne dis pas que c'est un entraînement, mais voilà, ça commence à se propager un petit peu. Et puis après, on aura tout ce qui est fraude, arnaque. Il y aura beaucoup de commandes en ligne, beaucoup de choses comme ça. Donc pour le citoyen classique, il faudra être très vigilant sur là où on clique, parce qu'il va y avoir beaucoup d'arnaques et de fraude aussi. Vous ne parlez pas de risques sur les infrastructures? Des risques presque physiques, j'allais dire. Hein. Il y en a. Il y a les infrastructures de télécommunications. Il y a deux types d'infra. Il y a les infra
utilisés pour les JO, les infras des JO, les infras utilisés pour les JO, et puis tout ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour, c'est les hôpitaux, c'est les transports. On sait que les hôpitaux, notamment, sont l'objet régulièrement d'attaques. Et puis à l'intérieur, c'est quand même une multiplicité de systèmes. Et donc, je crois que dans les facteurs de risque, il y a évidemment la diversité des technos, avec beaucoup d'objets connectés, beaucoup de technologies, effectivement, qui doivent cohabiter. Donc cette diversité de technologies pose un problème. Il y a aussi évidemment le défi du nombre d'organisations impliquées, parce que unifier tout ça, c'est évidemment compliqué. Alors on a un SOC qui est là justement pour concentrer un certain nombre d'éléments, mais voilà, la diversité des organisations. Alors on s'est bien préparé à ça, et je crois que l'entraînement a été quand même un point clé. J'ai vu que l'ANSSI avait diffusé notamment un kit pour que toutes les organisations puissent s'entraîner avec des exercices, avec des simulations, y compris des des variés, collectivités. y compris des collectivités. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel. Et donc, ce travail a été fait. Vous parliez d'un kit. Alors moi, j'ai repéré un petit guide petit, parce que c'est un 8 pages de Viginum qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Viginum, donc c'est le service de vigilance de protection contre les ingérences numériques étrangères. Et donc, dans ces 8 pages, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises à cette période de risque que représentent les JOP 2024. Et alors, ils nous disent, voilà, matérialisation des attaques informationnelles, des raids numériques, donc comment on peut amplifier finalement des bad buzz, des appels à conduire des actions physiques, avec des boycotts notamment, et l'usurpation d'identité. Et alors, bon, on se dit, ok, très bien, donc ça, c'est ces attaques informationnelles un peu qu'on prend en compte, j'ai l'impression, de manière assez récente, finalement, dans le monde de la cyber, non ? Alors, François, oui, c'est assez récent. C'est une stratégie, c'est pas une stratégie qui est à part des attaques cyber classiques. C'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie globale. L'activisme, la désinformation, l'espionnage, le sabotage, tout ça, quand il y a des mêmes endroits ou des mêmes structures, c'est une stratégie coordonnée. On ne sait pas mesurer vraiment l'amplification ou est-ce que ça a un impact au quotidien, mais ça maintient sous une tension permanente de chaos, de recherche de vraies, de fausses informations. On ne sait plus vraiment où on se situe. Et donc ça participe à l'ambiance générale de déstabilisation. Donc il faut être vigilant. Mais est-ce que l'écosystème est préparé à ce type d'attaque ? Parce qu'on a un service qui s'appelle Viginum qui ne veut pas tout faire, on est bien d'accord ? On est tout à fait d'accord, oui. C'est un sujet de toute façon d'éducation essentiellement. La réaction aux fake news, c'est bien de les détecter. La réponse à ces campagnes, malheureusement, elle est une réponse assez individuelle. À travers de la formation, à travers de l'éducation, à travers le fait de ne pas croire tout ce que l'on voit. Et là, ce qui est pervers... Il y a aussi détecter ces groupes aussi d'influence. Et détecter ces groupes, bien sûr. Et ce qui est pervers dans le cas présent, c'est qu'on sait que ces JO arrivent dans un contexte à la fois international et national un peu compliqué. On sait qu'un certain nombre d'opposants aussi ont lutté contre la tenue de ces JO. Et en fait, le sujet de ces activistes et de ces fake news, c'est justement de porter le fer là où ça fait mal, c'est-à-dire de créer des divisions et de retourner les gens ensuite contre eux et contre ces JO. Et donc c'est effectivement un vrai risque. Mais je dirais que par rapport à ces risques, à part une réponse, encore une fois, individuelle de prudence à l'égard des informations et de sang-froid, je ne vois pas de réponse technique. Oui, parce que c'est un peu ce que nous dit ce petit fascicule, protection, sensibiliser, anticiper en identifiant les communautés. Ne pas relayer. Se préparer aussi, alors il y a, ne pas relayer, et puis se préparer quand même au scénario de crise. Ça, les exercices de crise, ça fait longtemps que moi j'en entends parler, et que j'essaye d'en parler, mais j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait intégré dans les entreprises, y compris des entreprises de taille PME, quoi. C'est toujours difficile, notamment dans les petites structures où on a des objectifs. Il faut dégager du temps. Ouais. La question souvent, donc quand j'étais à l'ANSSI, ce qu'on mettait en place beaucoup, c'est aussi des exercices sur table plus simples, plus faciles pour sensibiliser des COMEX ou des parties prenantes qui prennent finalement qu'une heure et demie, on discute de comment on réagirait si notre base de données client se retrouve sur Internet, de choses comme ça, sans forcément aller tout le temps sur un exercice technique de réponse à incident où là il faut mobiliser beaucoup de capacités, beaucoup d'outils. On peut alterner des choses comme ça pour être progresser sans forcément y consacrer toute sa vie, quoi. Oui, et en plus, ce qui est recommandé, c'est, si j'ai bien compris, c'est quand même un binôme entre justement la technique et la communication. Exactement. Ouais. Pourquoi c'est important la communication, justement ? L'impact
réputationnelle d'une crise est majeure. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'utilisent les activistes pour. C'est le prétexte justement pour viser les JO. 4 milliards de téléspectateurs potentiels. Évidemment, s'il y a le moindre incident, notamment sur la partie diffusion, l'impact et la communication qui va être fait sur la cause défendu par l'activiste va être énorme. Donc le travail de communicant est important. Il est particulièrement compliqué en situation de crise parce que le communicant, pour communiquer, il a besoin d'informations. Et très souvent, au départ, on n'a pas d'informations. Donc on doit communiquer dans le flou. On doit s'en tenir à des arguments, des éléments de langage, comme on dit en matière de communication, assez standards, sur le fait qu'on avait un dispositif de protection, qu'on a mis en place des process, que ceci, que cela. Mais on ne peut surtout pas s'avancer sur l'origine de l'attaque, sur les conséquences. On ne sait pas. Et plus vous avancez, plus derrière, vous devez rétro-pédaler, ce qui est absolument épouvantable derrière à récupérer si, par hasard, on dérape un peu. C'est pour ça qu'il faut qu'ils travaillent de main dans la main aussi, pour avoir des informations au plus proche pratiquement en temps réel, en fait, sur ce qui se passe. C'est aussi pour ça que c'est un binôme, parce que historiquement, il y a quelques années maintenant, on demandait souvent à l'équipe technique de communiquer. Et là, on voit bien qu'il y a un sujet. C'est pas leur métier, ils n'ont pas le temps, ils sont sur l'incident. C'est difficile, oui. Donc voilà, maintenant, on sépare bien. Voilà, c'est assez bien expliqué pour séparer les process et en faire des équipes différentes. Bon, histoire de nous rassurer, Vincent Strubel nous dit il ne faut pas se faire d'illusions, on ne va pas empêcher toutes les attaques de se produire pendant les Jeux. Notre objectif collectif, c'est de faire en sorte que ces cyberattaques ne nuisent pas au déroulement. Si on devait essayer justement de lister les menaces par cible, par type de danger ou type d'attaque, François. Moi, celle que je redoute concrètement le plus, c'est un mélange entre bloquer une billetterie, un endroit, créer un attroupement de foule, par un déni de service ou une attaque pas forcément très complexe, mais essayer d'arriver à bloquer un endroit quelque part. Et j'ai peur d'une combinaison menace terroriste, menace cyber. C'est-à-dire un loup solitaire sur Internet qui cherche le moment depuis un moment, qui se prépare et qui se dit là, s'il y a un attroupement de foule, c'est peut-être le moment. Cette combinaison-là me paraît assez dangereuse. Et j'aime pas le mot probable, mais je sais que le ministère de l'Intérieur travaille beaucoup sur ce sujet-là. Et puis on a pas mal de pays aussi qui ont commencé à exprimer leur inquiétude, d'envoyer beaucoup de délégations sur zone et pendant les JO à cause du contexte qu'a évoqué Guillaume international et national. Et vous travaillez justement sur la base du renseignement cyber. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment ? Alors, on voit des préparations d'infrastructures. On voit la partie sur le match de la Pologne, par exemple. C'est pas un entraînement, encore une fois, mais on a eu des tentatives sur les infrastructures de l'État il y a 2-3 mois. Il y a eu une attaque sur la billetterie du PSG en avril, je crois. Donc, tout ça pour dire que on voit des signaux qui ressemblent de plus en plus à ce qui pourrait nous arriver. Et puis, il y aura forcément le cybercrime sera là. Et on arrive à identifier à chaque fois les sources, les cybercriminels derrière, les groupes. Si on prend ce qui s'est passé sur les précédents JO, on en parlait, il y a eu plusieurs groupes qui se sont manifestés. On peut parler d'APT44, APT28, qu'on a vu sur Pyeongchang, sur d'autres JO. L'attribution est jamais facile immédiatement, il y a souvent des faunées, et donc les attributions ont plusieurs fois changé. Ce qu'on sait simplement, c'est que ces groupes, notamment APT28, la fin de Sibir, on les a retrouvés derrière plusieurs attaques qui avaient touché les JO de Pyeongchang, et qui avaient d'ailleurs été... certains avaient gêné même la cérémonie d'ouverture, avec une coupure du Wi-Fi. Souvent derrière le Wi-Fi, vous avez des douchettes connectées pour scanner les badges, vous avez un certain nombre d'équipements, et ça avait sérieusement perturbé la cérémonie d'ouverture. On a eu aussi à Londres, alors c'est plus ancien, 2012, mais... ça avait été détecté à temps, mais le deuxième jour, on a eu des perturbations sur le système d'alimentation électrique d'une infrastructure aussi. Donc là, c'est nettement plus sophistiqué. On est vraiment sur du sabotage pur et dur. Donc voilà. Mais c'est utile, ces expériences ? Enfin, je veux dire, on en tire, je pense, un retour d'expérience et ça sert. Il y a eu d'ailleurs des rencontres qui ont été organisées et les organisateurs des JO et ceux qui s'occupent de la sécurité ont débriefé leurs prédécesseurs justement pour tenir compte de leur retour. Et puis on voit les 2015 en Ukraine, on voit où on est aujourd'hui. À l'époque, on disait déjà que c'était une boîte de pétri de tests de choses. On voit où on en est aujourd'hui. Ce qui change, c'est la surface d'exposition. Et c'est aussi pour ça que le nombre d'événements cybersécurité se multiplie. C'est bien sûr parce que les jeux sont très visibles, encore plus visibles peut-être, et très ciblés dans le contexte actuel, mais c'est aussi parce que la surface d'exposition se développe, que les technologies se trouvent absolument partout. La billetterie, on en a parlé, le chronométrage, la diffusion, qui est un élément stratégique évidemment. Mais tout est numérisé, et donc c'est clair que ça augmente la surface d'exposition au risque.
de façon Qu'est-ce très que vous pouvez nous dire pour nous rassurer sur les dispositifs? C'est ce que vous savez. Alors déjà, il y a tout le travail qui sont faits par Viginum, l'ANSSI depuis longtemps. On parlait des infrastructures critiques, mais ils n'ont pas attendu les JO pour se protéger. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la sous-traitance notamment, parce qu'il y a beaucoup d'interconnexions justement entre tous ces systèmes. Et puis, les opérations qui ont été menées par les autorités internationales, Chronos pour Lockbit, Endgame il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'opérations qui ont été menées pour mettre un coup aux infrastructures d'attaque avant les JO, pour essayer de nettoyer le plus possible, en tout cas de gêner le plus possible, parce que le code qui est utilisé par un attaquant russe ou par un activiste, c'est la finalité qui est différente. Le code, ça peut être le même. Démonter les infrastructures au plus tôt, le plus possible, ça peut permettre disons, de gagner du temps. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire du dispositif qui nous rassurerait un peu là? Je crois que l'entraînement a été quand même massif. Je pense ensuite qu'on a tiré parti de ce qui s'était passé et on a fait un retour d'expérience de tout ça. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un dispositif qui me semble peut-être plus unifié, mieux coordonné que ce qu'on a pu connaître dans des événements ou dans des JO précédents. Et donc, on a quand même eu aussi des budgets assez conséquents. On parle de 17 millions d'euros. C'est un peu plus, ça c'est le budget qui a été mis par l'ANSSI, mais je crois qu'au total, on est plutôt sur 25 millions, 5% du budget IT de l'ensemble. Sur la cybersécurité. Sur la cybersécurité, voilà, 25 millions sur la cybersécurité. On a aussi recours à des très bons spécialistes, à la fois avec Eviden, pour la gestion du SOC, avec les technologies et la CTI de Cisco et de Talos. Donc on a vraiment, voilà, on s'est donné les moyens. Après, le sujet, c'est la scalabilité, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que il faut que le dispositif soit capable de réagir, de s'adapter aux incidents et aux événements qui vont être gérés. Et donc ces événements, si on a un afflux à un moment donné important, il faut que le dispositif puisse tout de suite monter en puissance. Donc je crois comprendre qu'il y a aussi une sorte de dispositif non pas de secours, mais une escalade qui est rendue possible avec la mobilisation de forces de réserve quelque part, qui je pense est de nature à nous rassurer, je sais pas, mais à aborder en tout cas les jeux sans doute avec une certaine sérénité au bon sens du terme. C'est pas du tout une c'est pas une légèreté. C'est pas une légèreté, mais c'est avec une forme de confiance qui fait qu'on s'est préparé, on a fait le maximum, on sait qu'il y aura sans doute un certain nombre d'incidents, comme il y en a malheureusement. D'ailleurs, à chaque événement, même pendant Roland-Garros. On sait qu'il y a des facteurs de risque, on les a listés, mais voilà, je pense qu'on fait le maximum. Donc pas de vacances dans la cybersécurité cette année? Pas vraiment. Un peu moins. En tout cas, la plupart qu'on soit de près ou de loin, nous, on a mis un process d'astreinte, on s'est réparti pas mal de choses. Toutes les entreprises qui travaillent plus ou moins dans le domaine se préparent à ça, avec des process différents, pour être prêtes à soit aider leurs clients, soit aider en tant que réserve, à donner un coup de main, autant que faire se peut. Donc, il y a une mutualisation qui s'opère, et ça, je crois que c'est quand même assez nouveau aussi dans notre nouveau... Oui. En tout cas, oui, assez nouveau. On voit bien qu'on a un manque de compétences, globalement. Ça sort un peu de notre sujet, mais il y a quand même un peu aussi ce thème. Et donc, la capacité à travailler en réseau et à faire en sorte que tous les gens qui savent faire du test d'intrusion, savent gérer un SOC, les gens qui font de l'intelligence, de la threat intel, puissent partager des infos, travailler ensemble. Et je pense que ça se développe. Et puis, pourvu que ça perdure après les Jeux. Merci beaucoup, Guillaume Tissier. Je rappelle, vous êtes le directeur général de Forward Global, et François Deruty, directeur des opérations chez Sequoia.